Visa pour l'aventure vous emmène au cœur de l'Amazonie, dans la plus grande forêt tropicale du monde, qui s'étend sur 9 pays d'Amérique du Sud, dont essentiellement le Brésil. Nous allons vous faire partager nos 5 semaines de tournage ainsi que nos rencontres au cœur de cette Amazonie légendaire. Région impénétrable, pleine de dangers et qui garde encore bien des secrets. Nous partirons en expédition en pleine nuit avec une équipe de scientifiques spécialistes en animaux venimeux. Elle peut piquer, mais son plus gros danger en fait, ce sont ses poils. Ils provoquent des irritations très graves sur la peau. Vous apprendrez les gestes qui peuvent sauver de la morsure de ces animaux. Mais l'Amazonie, c'est aussi des hommes et des villes isolés de tout. Dans certaines régions, la pauvreté est telle que des fillettes risquent leur vie pour se prostituer à bord des bateaux qu'elles accostent. Elles font ça pour une bouteille d'huile, ou en échange d'un peu de nourriture. Toujours plus loin dans ce désert vert, nous rencontrerons les Munduruku, une tribu indienne qui se bat pour ne pas disparaître. Leur chaman nous livrera les secrets de la forêt. Oui, tu peux survivre très longtemps. Tant que la forêt existe, hein. Parce que quand tu auras plus de forêt, ce sera la fin. Les territoires des Indiens sont de plus en plus menacés par la déforestation. Ce qu'ils veulent détruire, c'est notre futur, celui de nos enfants, celui de notre génération. Sheila, elle, lutte contre la construction de ce qui sera bientôt le 3e plus gros barrage du monde, Belo Monte. Alors, scandale écologique ou nécessité économique pour le Brésil? Enfin, nous irons à Manaus, la capitale de l'Amazonie, où l'état d'urgence a été décrété à cause des inondations. Alors, comment survivent les habitants? Certains ont trouvé une solution, les maisons flottantes. Restaurants, potagers, basse-cour, ici, c'est tout le village qui flotte. En fait, on fait une structure sous la maison avec les troncs, comme un radeau. Visa pour l'aventure, au cœur de la forêt d'émeraude. Depuis la France, il faut une dizaine d'heures d'avion pour parcourir les 7400 km qui nous séparent du Brésil. Une ville surgit au milieu de la jungle. Nous sommes à Belém, 1,5 million d'habitants. C'est la capitale de l'État du Pará. Fondée en 1616, Belém a été la première colonie européenne sur l'Amazone. C'est d'ici que sont partis les premiers explorateurs à la conquête de la forêt d'émeraude. Et c'est d'ici que va commencer notre aventure. Cet après-midi, nous partons pour un périple de plus d'1 mois. Alors à l'hôtel, toute l'équipe fait un dernier point sur le parcours. Voiture? Ouais, si on va en voiture, c'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé jusqu'à Santarém, mais aller directement à Balcana. Et c'est dangereux de traiter ce genre de sujet? Oui, c'est dangereux. C'est Osvaldo, spécialiste de l'Amazonie, qui sera notre guide. On doit aller à Breves. Ok. Breves sont 12 heures de bateau. 12 heures de bateau. Breves sera donc la première étape de notre aventure qui doit nous mener jusqu'au cœur de l'Amazonie. Léon de Marajo, le lion de Marajo, c'est le nom de notre bateau. Alors c'est quoi la meilleure place pour le hamac? Le hamac, c'est là. En fait, on va dormir là, on doit mettre nos hamacs. Le bateau part dans 2 heures et il y a déjà des gens qui sont installés. Donc il faut qu'on arrive à trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde et on pourra mettre le matériel en toute sécurité. Nous embarquons pour un voyage qui va durer toute la nuit. Il faut vite se trouver une place, car chaque passager vient avec son hamac. De l'autre côté. Ça, c'est les hamacs de l'armée brésilienne. On met le 5e? Ouais. Le hamac, qui d'ailleurs a été inventé par les Indiens d'Amazonie, va devenir notre nouveau mode de couchage. Et une fois bien accroché, il faut reconnaître que c'est plutôt confortable. Et là, le hamac casse. Oh bah ça va. Il n'est pas trop... Non, c'est bien. Très rapidement, le navire se remplit et les places libres deviennent rares. Le bateau est le moyen de transport le plus utilisé dans la région. Et en Amazonie, juste pour voir un médecin, il faut parfois faire 12 heures de navire. C'est le cas d'Anna.
Bonjour, ça va? Bonjour. Tu voyages avec qui? Juste avec ma petite fille. Et tu habites ici ou à Breves? J'habite à Breves. Je suis venue à Belém pour des examens médicaux. Parce que là-bas, c'est pas possible? Non, il n'y a pas les soins qu'il faut pour ma fille. Il n'y a qu'à Belém. Je suis arrivée de bonne heure ce matin juste pour aller à l'hôpital et je repars cet après-midi même. C'est un grand voyage juste pour une journée. Oui, c'est un peu fatigant, mais on n'a pas le choix. Ok, merci beaucoup Anna. De rien. Bon voyage. Dernier chargement. Dernier baiser d'adieu. La nuit est tombée. Et c'est avec 2 heures de retard que nous quittons Belém. Dès que le bateau est parti, tous les passagers se couchent. Pour l'équipe de tournage, c'est la première nuit dans les hamacs et nous succombons rapidement au sommeil. De toute façon, autant se reposer, car impossible de profiter du paysage. Toute la traversée se fait de nuit, un voyage de 12 heures. À l'aube, nous arrivons à Breves. 90 000 habitants, c'est la plus grande ville de l'île de Marajo. Ici, la situation économique est plutôt bonne. Mais ce n'est pas le cas dans toute la région. Au bord du fleuve, à quelques kilomètres de là seulement, habitent des populations très pauvres. On les appelle les ribeirinhos. Ce sont des descendants d'Indiens et des premiers colons portugais. Des familles esselées, abandonnées des pouvoirs publics. À Breves, nous faisons la rencontre de Marco Onias, un journaliste local. Depuis des années, il dénonce un fléau, l'exploitation sexuelle de ces enfants ribeirinhos. Tu sais, tous ces gros bateaux qui passent sur le fleuve, ça donne l'opportunité à ces enfants de se prostituer. Ils savent qu'il y a des hommes prêts à payer sur ces navires. Alors, ça attire les fillettes. Et tu sais Fred, on peut vraiment appeler ça de la prostitution infantile. Et parfois, ce sont les propres parents qui envoient leurs enfants sur ces bateaux? Les parents ont vraiment besoin d'argent. Parfois, certains ne savent même pas trop ce que vont faire leurs enfants. Et souvent, même quand ils le savent, ils se voilent la face et font comme si de rien n'était. Ces fillettes sont si pauvres qu'elles se prostituent pourquoi? Par exemple, des choses très simples, comme de l'huile. Elles font ça pour une bouteille d'huile, ou en échange d'un peu de nourriture. Mais le plus souvent, c'est contre un peu d'argent. Nous décidons de nous rendre dans la région pour vérifier cette terrible dénonciation. Pour cela, il nous faut louer un petit bateau qui nous servira de base sur le fleuve. On peut mettre les hamacs. Parfait. Le bateau convient, mais l'équipage nous met en garde car la région serait devenue très dangereuse. Et tu penses que ce serait mieux d'y aller avec un garde armé? Oui, c'est clair, je serais plus rassuré. L'Amazonie, c'est un peu le Far West. La région est tellement vaste que la police ne peut pas tout surveiller. En Amazonie, les attaques de pirates sont de plus en plus fréquentes sur les fleuves. Ils agissent en bande. Nous avons une moyenne de 30 attaques de pirates par mois. Depuis des années, des bandes de pirates font régner la terreur dans cet État. Des attaques qui font régulièrement la une des médias brésiliens. Les pirates opèrent principalement la nuit et les bandits arrêtés sont chaque fois mieux armés et prêts à tuer pour mettre la main sur leur butin. Ils étaient 6 pirates, tous très bien armés. Ils avaient ce genre de gros fusils à double canon, du calibre 12. Ça fait des gros dégâts. Une surenchère de violence qui conduit à de nombreux blessés et morts.
Cet homme appelé par l'équipage est policier militaire et il nous propose ses services comme garde privé. Ils attaquent plutôt le jour ou la nuit, avec des armes? C'est surtout la nuit qu'ils attaquent, avec des armes à feu. C'est pour ça que je devrais passer toutes les nuits à surveiller. Et toi, tu as une arme? Oui, j'ai une arme, un pistolet, un calibre 38. Et quel serait ton prix? 400 € pour 2 nuits. 400 €? Je sais même pas si on a assez de cash. On a dit qu'on avait combien de cash? Le problème est que nous n'avons pas assez d'argent pour payer le bateau et le militaire. Toute l'équipe se réunit pour prendre une décision cruciale, renoncer à ce voyage. Je connais aussi un peu la région, je sais que c'est risqué. Ça, je vous avais averti depuis le départ. Ou partir sans garde avec le risque de se faire attaquer par les pirates. Bah on fait comme ça alors. On lui dit que c'est trop cher pour nous, son prix. Trop cher, on le dispense et on part. Et on part maintenant. Bon, bonne chance quand même. Moins d'une heure plus tard, nous sommes déjà en route. Alors allons-nous réussir à rencontrer les communautés riberinos qui vivent sur les rives sans se faire attaquer par les pirates? C'est par ici que transitent toutes les richesses du pays, dans l'une des régions les plus pauvres du Brésil. Le trafic de bateaux est intensif. Et ces navires qui transportent des marchandises ou des passagers sont la seule opportunité pour les habitants du fleuve d'avoir des échanges avec le monde extérieur. Souvent, ce sont les enfants riberinos qui, en pirogue, viennent vendre des fruits, des crevettes ou demander un peu d'argent. Mais parfois, comme nous l'a dit le journaliste Marco Sonias, le commerce est beaucoup plus malsain. Soudain, nous apercevons 6 jeunes filles qui descendent d'un navire. La plus jeune ne semble pas avoir plus de 6 ans. Pourtant, elle semble habituée à ces manœuvres dangereuses. La moindre erreur peut être fatale. Chaque année, une dizaine d'enfants mourraient noyés dans ce genre d'accident. Alors, que sont-elles venues faire à bord de ce bateau? Nous tentons d'aller leur parler et pour faciliter le contact, Osvaldo, notre guide, nous recommande de leur offrir des paquets de chips. Bonjour. N'ayez pas peur. Donne-nous des bonbons. Comment tu t'appelles? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Tu ne connais même pas ton nom? Et qu'est-ce que vous avez vendu dans le bateau? Vous avez vendu quelque chose dans le bateau? Rien? Visiblement, nos questions mettent les fillettes mal à l'aise. Mais un autre bateau arrive et déjà elles repartent. Face à cette barge de plusieurs dizaines de mètres, la minuscule pirogue de ses enfants. La plus grande des filles semble posséder une technique bien rodée. D'un geste agile, elle lance une corde et s'accroche au bateau. Mais un homme aperçoit notre caméra et détache leur pirogue. Alors comment vont-elles éviter de se faire broyer par ces tonnes d'acier qui se déplacent à grande vitesse? À tout moment, elles peuvent chavirer et se faire emporter par le courant. Pourtant, les fillettes vont faire une dernière tentative à l'arrière du bateau. Mais là encore, un homme a vu notre caméra. Il tente de rester caché et leur fait signe de partir. Visiblement,
il ne veut pas être filmé avec des enfants à bord. Donc là, on a vu que les marins avaient tout de suite retiré les cordes qu'avaient jetées les filles. Pourquoi, à ton avis? Malheureusement, la prostitution enfantine, c'est courant ici. Donc, dès qu'ils ont vu caméra, ils ont peur qu'elle soit dénoncée. Pour toi, c'est clair, c'était de la prostitution, là? Clair, clair. Et les enfants qui ont accroché au bateau, ils n'avaient rien dans le bateau pour vendre. Automatiquement, la seule chose qu'ils devaient faire, c'est la prostitution. Des enfants qui se prostituent en plein après-midi, au su et au vu de tout le monde. Nous descendons à terre pour tenter d'en savoir plus auprès des adultes du village. Mais le sujet est tabou, ce sont peut-être leurs filles qui se prostituent. Et notre caméra a été témoin d'une scène compromettante. L'ambiance devient hostile, nous sentons qu'il est préférable de partir. D'ailleurs, il nous faut rentrer au port de Brevès avant la tombée de la nuit pour nous mettre à l'abri en cas d'attaque de pirates. Mais alors que nous sommes sur le chemin du retour, notre bateau tombe en panne de moteur. Immobilisés au milieu du fleuve, nous dérivons vers la seule habitation du coin, une scierie. C'est cassé? Non, c'est de l'air qui est rentré dans la pompe. Du coup, le bateau ne peut plus avancer. Et on est loin du village le plus proche? D'ici, entre 1h30 et 2 heures. Parce que tu sais qu'il faut qu'on trouve un endroit pour passer la nuit en toute sécurité. Hein. Oui, je sais. Mais la panne semble plus grave que l'équipage veut bien nous le dire. Impossible de redémarrer. Le problème, c'est que si la nuit tombe et qu'on reste ici, ça craint un peu, quoi. Ah ouais? On a 2 heures pour réparer, c'est ça? On pourrait peut-être aller voir les gens de la scierie, hein, si vraiment on n'arrive pas à démarrer. Genre là? Non, mais il y a quelques maisons, là, tu vois. Finalement, c'est un homme de la Syrie qui viendra nous voir pour nous dépanner. Mais même avec son aide, le moteur ne fonctionne toujours pas. Toute la famille vit ici, en fait. Toute ta famille habite ici? Et si le bateau ne redémarre pas, on peut dormir ici? Ouais, vous pouvez vous amarrer au ponton. Ouais. La nuit est tombée, et malgré les efforts de l'équipage, la situation ne s'est pas arrangée. Déjà, si ça explose pas, on a de la chance. Impossible de rentrer nous réfugier à Brevès, c'est donc ici que nous allons dormir. Il faut éteindre les lumières pour ne pas être repérés par les pirates. Et nous allons monter la garde à tour de rôle en cas d'attaque. Si on entend un truc, bah on allume. On réveille tout le monde, on allume. Donc tout va réveiller. On allume et on réveille tout le monde. Et un truc, c'est juste si on entend un canot à moteur qui arrive et qui ralentit de manière bizarre, voilà, c'est tout. Si c'est juste un canot qui passe, c'est pas de problème. Ouais. Pendant que l'équipe dort, c'est Clément qui assure les 2 premières heures de garde. Nous allons tous nous relayer à l'affût du moindre bruit suspect. Lorsque l'aube se lève, c'est le soulagement. Nos voisins de la Syrie font leur toilette quand soudain, miracle,
L'équipage a enfin réussi à réparer le moteur. Nous allons pouvoir repartir. Nous devons maintenant nous rendre de l'autre côté de l'île de Marajo. Cela signifie 2 jours de bateau, car cette île est immense. Marajo est la plus grande île fluviale du monde. Elle fait la taille de la Suisse. Nous allons à la rencontre d'un éleveur de bétail confronté à un problème de serpents. Toute l'équipe, Stéphane, Jean-Michel et Clément sont sur le qui-vive. La forêt est pleine d'animaux sauvages et pas question d'en louper un. Justement, notre guide Liborio vient d'apercevoir quelque chose dans les feuillages. Je vois, ça y est, À la cime des arbres, Liborio s'empare d'un animal. Ce n'est pas un singe, on dirait plutôt une grosse peluche. C'est un paresseux. La méthode peut paraître brutale, mais sur cette partie de son pelage, l'animal ne souffre pas. Et il y a beaucoup de ces paresseux dans la région? Oui, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui les mangent, mais pas moi. C'est bon, tu peux le relâcher. Sous le regard des singes et le chant des toucans, nous continuons notre route. Alors que nous avons le sentiment de nous enfoncer de plus en plus dans la forêt, soudain apparaît une habitation. Au beau milieu de la jungle, au bord de la rivière, nous découvrons avec stupéfaction un jardin bien entretenu et cette belle bâtisse entourée de prairies. En fait, c'est une ferme. Nous sommes dans une fazenda, 6000 hectares de clairière, car contrairement à ce qu'on pourrait penser en Amazonie, il n'y a pas que de la forêt. Nous sommes chez Claudio. Sa famille possède cette propriété depuis 4 générations. Et comme partout dans la région, ces terres sont pleines de serpents qui s'attaquent aux bêtes. Alors pour mieux nous faire comprendre son problème, Claudio nous emmène dans la prairie où ses chevaux se font tuer. Je voudrais vous expliquer que ça a toujours été comme ça. C'est le même paysage depuis des siècles. Ça n'a jamais été déboisé, on n'a jamais coupé un arbre, on n'a jamais rien touché. Et ici, c'était déjà comme ça? Toujours, toujours, toujours. Ces chevaux qu'on est en train de monter sont des chevaux marajoanais, qui ont été apportés ici par les Portugais et se sont très bien adaptés. Ce sont des bêtes fortes. Fortes dans le sens de rustique et résistantes. Ces chevaux ont beau être résistants, sur l'île de Marajo, ils ont un ennemi, les serpents. 20% des chevaux de Claudio sont tués par leurs morsures. Et un seul serpent peut tuer un cheval? Un seul serpent, oui. Le serpent à sonnette surtout. Comme il fait du bruit, le cheval s'en approche parce qu'il est curieux. Mais les chevaux ne voient pas qu'il y a des serpents? Oui, bon, certains sont plus malins que d'autres et arrivent à les voir. D'autres se font mordre. On se croirait en Camargue, là. Camargue. C'est comme ça, Camargue. Petite différence avec la Camargue, ici pas de taureaux, mais des buffles. Claudio en possède 300. C'est leur élevage qui fait vivre l'exploitation. Ils produisent du lait et de la très bonne viande. Heureusement, les buffles, eux, ne craignent pas les serpents, car leur peau épaisse les protège des morsures. Fin de la balade, il faut rentrer avant la tombée de la nuit pour une excursion beaucoup plus périlleuse. Mais au fait, où est passé Stéphane, notre preneur de son?
Le soir, Claudio veut nous emmener dans la forêt qui borde ces terres pour nous montrer les dangereux serpents qui déciment ses chevaux. L'expédition se fait de nuit car c'est à ce moment-là qu'on voit le mieux les animaux. À certains moments, nous devons éteindre toutes les lumières. C'est donc équipé d'une caméra nocturne que nous filmons une partie des séquences. Pourquoi la nuit il y a plus d'animaux comme ça? Non, c'est pas parce qu'il y a plus d'animaux. La lampe les aveugle. Donc, ils restent un peu immobilisés quand ils prennent la lumière plein la gueule. Ils sont paralysés. Et ils sont paralysés, donc ça nous permet de les approcher. Très rapidement, notre guide repère dans son faisceau un premier serpent. Là, il a vu un serpent. Ah, il avait un serpent? Très lumineux. Ah ouais? Voilà. Je l'arrive déjà à voir. La nuit, les serpents montent dans les arbres pour chasser. Mais pas facile de les repérer, tant ils se confondent avec la végétation. Celui-ci est trop haut pour être filmé. Nous continuons notre route. Un peu plus loin, nous tombons sur un deuxième reptile. Mais notre bateau s'en approche trop. Notre guide commence à s'inquiéter. Attention, attention, fais gaffe. Recule, recule, bon sang. Pourquoi il a peur? Ah ouais, parce qu'il peut sauter vers le bateau. Le serpent est en position d'attaque, immobile. Il peut se jeter sur nous à tout moment. Nous devons rester à au moins 1 mètre de distance. Et ça, un petit serpent comme ça, ce petit serpent, il est très venimeux aussi? Oui, il est toujours venimeux. Ça peut te tuer en une morsure? Ah, oui. Si tu n'es pas à l'hôpital ou le sérum antivenin à moins de 3 heures, tu seras mort. On comprend mieux la frayeur de notre guide, car l'hôpital le plus proche est à 6 heures de bateau. Et nous n'avons pas de sérum avec nous. Sur le chemin du retour, nous allons faire une rencontre d'un genre différent. C'est un capybara, le plus gros rongeur du monde. Il peut faire jusqu'à 70 kilos et sa chair est très appréciée des habitants de la région, mais pas seulement. Ça, c'est un des repas préférés des anacondas. L'anaconda, un serpent géant d'Amazonie, nous allons bientôt y être confrontés. Le lendemain matin, tout près de la propriété de Claudio, 2 de ses employés nous conduisent à l'endroit où ils ont repéré un anaconda. C'est ici, là. Regarde, on voit sa tête. Ici, juste devant nos yeux, il y aurait un serpent de plusieurs mètres de long. Mais pas facile de repérer ce roi du camouflage. Il faut vraiment que le guide nous le montre du doigt. Comment vous avez réussi à voir qu'il y avait un anaconda ici? Lui, aussi bien que moi, on est né et on a grandi sur cette terre, dans cette forêt. Alors quand on marche, on fait toujours très attention. Parce que quand tu es tout seul et que tu marches sur une bête comme ça, elle te tue. Alors faut vraiment faire gaffe chaque fois qu'on se déplace. Et ça, c'est un anaconda de combien de mètres? Calculer plus ou moins 3 mètres. Et ça vit comme ça dans la boue? Oui, il fait des trous, il se réfugie dans les trous. Et ça, quand il est en repos, quoi. L'anaconda peut mesurer jusqu'à 9 mètres de long. C'est un serpent constricteur. Il ne possède pas de venin. Il tue ses proies en les étouffant. Cependant, il a des dents et des mâchoires puissantes dont il est quasiment impossible de s'échapper. Quand ils sont petits,
ils restent dans cet habitat-là, propice pour la chasse des petits animaux. Du moment qu'ils commencent à prendre une grande taille, ils ont besoin d'être des animaux plus grands, donc ils vont plutôt au bord du fleuve. Ils ont plus de chances d'attraper des grandes proies. Sur le corps du serpent, on aperçoit une bosse. C'est son dernier repas que l'anaconda est en train de digérer. Le reptile ne mange qu'une fois par semaine et sa digestion peut durer une vingtaine de jours. Il avale la proie tout entière. Ils sont les sucs gastriques qui vont décomposer l'animal. Et donc tout ce qui n'est pas digérable, il va vomir, quoi. Les os, plumes, s'il y a un oiseau, la peau de l'animal, c'est trop dur, il régurgite. L'anaconda suscite bien des mythes et des fantasmes par la frayeur qu'il inspire à l'homme, dont il a assez de force pour broyer le corps. Mais assez perturbé ce roi de la jungle, laissons-le retourner à sa digestion. Nos guides ont eu beaucoup de flair, car rencontrer un anaconda en pleine nature est extrêmement rare. En 20 ans, j'ai vu 5 fois. Lui, qui habite ici 365 jours, une fois par an en moyenne qu'il voit. Bon. Anaconda. Bravo pour les guides. C'est sur cette note de bonne humeur que nous quittons Claudio. Pour notre prochaine étape, nous devons parcourir 700 km. Un vol d'1 heure qui nous permet de mieux comprendre pourquoi la forêt d'Amazonie est aussi appelée le désert vert. C'est à Santarém que nous nous rendons. Nous souhaitons aller à la rencontre d'une tribu d'Indiens menacée de disparition. Alors que Stéphane surveille les bagages à sa façon, Jean-Michel, lui, veut écouter autre chose que le bruit du moteur. Car il faut longer le fleuve Tapajós pendant 5 heures pour arriver dans la réserve naturelle où vivent les Munduruku. Mais nous ne savons pas encore s'ils vont accepter notre présence. Alors avant d'entrer sur leur territoire, nous devons attendre qu'ils viennent à notre rencontre. Ils arrivent là. Bom dia. Ils sont d'accord pour nous emmener dans leur village pour nous présenter leur chef. Alors, comment va-t-il nous accueillir? C'est bon? C'est bon. Bom dia. Ah, bom dia. Dans la langue indigène, Munduruku signifierait les réducteurs de tête. Mais aujourd'hui, ces Indiens ne pratiquent plus cette coutume. On arrive. Ah oui, c'est là au bout le village. C'est un des fils du chef qui nous reçoit. Après quelques minutes de marche, nous arrivons au cœur de ce village caché dans la jungle. C'est sous ce carbet que va se tenir le conseil qui va décider de notre sort. Orlando a 65 ans, il est le chef et porte le titre de cacique. Domingo, son frère, est le chaman. Ce sont les deux personnages les plus importants de la tribu. Jean-Mi. Mais c'est toute la communauté qui va décider si nous pouvons rester. Car la présence d'une équipe de tournage va perturber la vie de la tribu, alors nous devons faire valoir nos arguments. Bon, mes amis, maintenant que nous sommes tous réunis,
nous allons pouvoir commencer le conseil. D'abord, je souhaiterais vous remercier d'être venu jusqu'ici. En fait, je voudrais que vous nous montriez les richesses de la forêt, que quelqu'un de chez vous nous enseigne ce qu'on peut tirer des différentes plantes, comme de l'eau, de la nourriture, comment vous faites pour survivre en fait, et pourquoi il est important de préserver la forêt. Oui, nous voulons montrer au monde entier notre quotidien et pourquoi il est important de préserver notre culture et la forêt surtout. Les Munduruku nous acceptent donc parmi eux. Et pour nous souhaiter la bienvenue, ils nous offrent le tarba, une boisson obtenue d'une façon un peu particulière. Alcool? Non, non. Non alcool. Qu'est-ce que c'est? Demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Fermentada. C'est du manioc fermenté. Je pense que c'est le... Tu as bu déjà? Non, je vais boire. Sans faire la grimace. C'est bon? C'est bon, c'est acide. Tu sais comment c'est fait? Ouais. Non mais c'est vrai, non, c'est les femmes qui prennent le manioc, qui le mâchent, qui recrachent et qui laissent fermenter après. Il y a une petite odeur de... De quoi? De vomi. Allez, à l'Amazonie. À l'aventure. Les Munduruku vivent sur ces terres depuis des siècles. Mais avec la colonisation portugaise et l'influence de la société brésilienne, ils se retrouvent à la croisée de deux cultures, à l'image de leur village. Beaucoup de jeunes sont partis vivre dans les villes, et la soixantaine d'habitants qui restent aujourd'hui dans la tribu tentent de préserver les connaissances de leurs ancêtres. Le savoir le plus important est celui des secrets de la forêt. Domingo est le guérisseur de la tribu. Ses aïeux lui ont transmis les vertus de chaque plante. Cet après-midi, il va nous révéler comment survivre dans cette jungle. Cet arbre, c'est le cipo. Pour avoir de l'eau dans la forêt, il suffit de le couper. Il fait un récipient pour mettre l'eau en fait. Ok, on va essayer. Au goutte à goutte, un liquide sort de la branche. Il faut avoir beaucoup de patience et pas trop soif. C'est génial ça. Tu peux pas mourir de soif dans la forêt. Non, jamais. Avec un peu de connaissance, tu peux habiter dans la forêt. Survivre. Oui, tu peux survivre très longtemps. Tant que la forêt existe, hein. Parce que quand tu auras plus de forêt, ce sera la fin. Ouais. Elle est bonne. Oui, tu vas pas en mourir. J'avais un peu peur au début. Non, cette eau est très bonne. Bon, il y a des petits insectes dedans, mais... Elle est bonne. T'en veux un peu? Oui, je veux bien. Je peux tout boire? Vas-y, te gêne pas. Cette boisson serait aussi très énergisante. Domingo connaît les nombreuses vertus de chaque plante de sa forêt. Alors que je ne vois que du bois et des feuilles, lui me montre des remèdes et de la nourriture à chaque nouveau pas. Si tu tombes et que tu te blesses la jambe ou le bras, tu coupes cet arbre. Et regarde, ça donne une sorte de lait tout blanc. Et cette sève, elle fait quoi? Ce lait, si tu as le bras cassé, tu en passes dessus. Comme ça. Et tu serres avec un morceau de tissu. Et au bout de quelques heures seulement, tu es déjà guéri. C'est cicatrisant? Oui, ça cicatrise tout. C'est un très bon remède. En fait, tu es le médecin d'ici. Oui, en quelque sorte. D'abord, c'est Dieu, bien sûr. Ensuite, moi. Parce que tout ce que je sais, c'est Dieu qui me le donne. Et moi, je le transmets aux autres.
Tout l'après-midi, Domingo va me montrer les richesses que sa forêt offre, comme cette source cachée en haut de la colline et de nombreux fruits aux textures étranges. Mais le chaman m'a gardé une petite surprise pour le dessert. Ici, on a des fourmis qu'on appelle les chouamatai. On les mange, elles font partie de notre alimentation. Et c'est aussi un remède pour le cœur. Ah bon? On peut les manger comme ça, crus. Ah bon, vous les mangez crus? Oui, on les mange crus ou grillés, mais je trouve que crues, elles sont meilleures. Faut leur retirer la tête. Tiens, la tête, c'est la meilleure partie. Tiens, tu peux la manger. Je mange la tête? En fait, il y a un petit dard et quand tu le mets sur la langue, ça pique. Ça m'a surpris. C'est tout petit, hein, c'est juste la tête qu'on mange. C'est le dard qui pique un peu, toujours. C'est bon, hein? Le pire, c'est que j'aime ça. Tout ça nous vient de la forêt. On a l'impression de manger des bonbons un peu acidulés au citron. C'est très curieux. J'hésitais un peu à en manger, mais en fait, c'est très bon. Les Indiens ne vivent pas seulement de cueillette, mais aussi de chasse et surtout de pêche. La forêt nationale de Tapajós est une réserve protégée. Seuls les Indiens Munduruku ont le droit d'y pêcher. Les eaux sont riches en poissons et les hommes de la tribu connaissent les meilleurs coins. À 19 ans, Gordo est le plus jeune fils du chef. Pour attirer le poisson, il fait du bruit, une méthode qui peut paraître étrange. Mais en Amazonie, le poisson est curieux et les vibrations de l'eau le font venir. Tu n'as jamais pensé partir vivre en ville? Je suis habitué à vivre dans la forêt. Je sais comment trouver de la nourriture, comment me nourrir. Dans la ville, c'est plus difficile. Je ne saurais pas me défendre. Il y a beaucoup de violence et c'est très dangereux. On peut se faire tuer, mourir du jour au lendemain. Pourtant, Gordo ne veut pas vivre en dehors de son époque. C'est ce qu'on veut montrer aussi au monde entier. L'Indien, c'est pas juste celui qui vit dans la forêt, caché et qui tue des gens. Et c'est pas parce que je porte un t-shirt et un short que je vais arrêter d'être un Indien. Je suis Indien et je suis fier d'être Indien. Ça, je le dirai toujours. Notre peuple ne fait pas partie du passé. On est dans le présent. Nous aussi, on vit dans ce monde. Ce soir, c'est la pleine lune. Ces nuits-là, tous les habitants de la tribu, hommes, femmes et enfants, revêtent leur tenue traditionnelle. Le corps couvert de peinture ancestrale aux propriétés magiques, ils célèbrent le rituel du feu en entonnant des chants transmis oralement depuis la nuit des temps. Chibé, puranga, puranga, retana, gustari, muriara. Chibé, puranga, 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 retana.
Cette cérémonie est très importante pour les Indiens Munduruku, car c'est à cette occasion qu'à travers leurs prières et leurs offrandes, ils demandent aux divinités de la forêt de protéger leur peuple. À chaque pleine lune, nous remercions nos dieux et nos déesses de nous laisser faire nos rituels. Et nous leur demandons aussi de pouvoir garder notre terre, notre forêt, notre fleuve. On leur demande tout ça pour qu'ils nous aident à préserver notre vie, à nous protéger, nous et nos enfants. Depuis la colonisation, ces Indiens sont catholiques. Alors pour concilier les deux religions, ils ont une philosophie très pragmatique. Mais on aime également les prières de l'Église catholique, qui sont aussi bien. On demande à Jésus de nous aider. On lui demande les mêmes choses qu'à nos dieux. Toutes les prières sont bonnes à dire. Bon, je vous remercie tous pour votre participation. Je souhaiterais aussi remercier nos amis qui sont venus de l'étranger pour faire un film pour montrer notre culture au monde entier. Voilà, la cérémonie est terminée maintenant. Encore merci. Nous quittons les Munduruku en espérant qu'Orlando réussira à sauver sa tribu. Sinon, son peuple ne sera qu'un vague souvenir de la forêt d'émeraude, comme les millions d'Indiens tués par les Européens depuis leur arrivée sur ce continent. Le jour suivant, avant de lever l'ancre, le capitaine veut nous montrer pourquoi, malgré la chaleur, il ne vaut mieux pas se baigner autour du bateau. C'est un piranha? Le fleuve est plein de piranhas et certains font une belle taille. Les dents, les dents. Entre les dents. Ah ouais, c'est un petit peu. Ah ouais. Ça, c'est le sourire du piranha. Imagine s'il te mord. Ouais, il t'enlève 1 kilo de viande. Alors ça, c'est sûr que quand ils sont un millier et qu'ils ont la même idée en même temps... Très pointu. Trop lourd. Gaffe, il est vivant encore. Gaffe, il a tenu à qui? Tu vas en faire une aujourd'hui? Ouais. Le piranha fait partie des mythes de l'Amazonie, alors chaque membre de l'équipe veut sa petite photo souvenir. Après cette partie de pêche, nous quittons la réserve naturelle de Tapajós. Notre périple dans la forêt amazonienne continue. À une 50aine de kilomètres du port de Santarém, nous nous rendons dans une petite ville étonnante, Belterra. De belles petites maisons alignées, un terrain de basket, une église baptiste et des bus scolaires qui pourraient nous faire penser que nous sommes dans une banlieue résidentielle des États-Unis. Car Belterra a été construite dans les années 40 par de riches firmes américaines qui exploitaient le caoutchouc de la région. Mais les temps ont changé, le caoutchouc maintenant se récolte en Asie où il est meilleur marché. Belterra devient petit à petit une ville fantôme. En fait, aujourd'hui, les seuls qui s'intéressent à cette ville sont les scientifiques, car elle est située à la croisée de plusieurs types de forêts. Une spécificité qui en fait la région la plus riche du pays en animaux venimeux. C'est avec ces 3 chercheurs que nous allons passer la nuit.
Giuseppe, Roberto et Antonio. Bon, vous êtes prêts? Giuseppe, Roberto et Antonio travaillent pour le Butantan. Le Butantan, c'est le plus grand centre antivenin du Brésil. Chaque année, ces scientifiques quittent leur laboratoire de São Paulo et parcourent 2500 km pour venir jusqu'ici chercher des spécimens pour fabriquer des antidotes. Pour leurs travaux, ils n'hésitent pas à s'enfoncer dans la jungle en pleine nuit. L'objectif de Roberto, le scientifique à la moustache, est de capturer un petit papillon de nuit. Cela ne paraît pas extraordinaire, mais la chenille de ce papillon est aussi dangereuse que le pire des serpents. Voilà ce qu'on va faire. On va poser ce piège lumineux pour tenter d'attraper un papillon. Le lépidoptère nocturne, dont la chenille a du venin. Mais le papillon, lui, n'a pas de venin. Et quel est l'effet de ce venin? Il cause des hémorragies, il provoque un dérèglement dans le sang et il provoque la mort par insuffisance rénale ou hémorragie cérébrale. Ces chenilles vivent sur les troncs des arbres et les gens dans la forêt, quand ils sont fatigués, ont tendance à s'appuyer et toucher ces chenilles. Et comme ces chenilles ont des épines, ce simple contact superficiel libère le poison dans la main de la personne. C'est donc pour fabriquer un antidote et sauver de nombreuses vies que Roberto a besoin de capturer des spécimens vivants. Maintenant, il faut attendre l'aube. La lumière attire les insectes qui se retrouvent prisonniers dans le filet. Alors le piège va-t-il fonctionner? Nous le saurons dans quelques heures. Parmi les scientifiques, Antonio. Cela fait 25 ans qu'il étudie les araignées et il vient d'attraper un petit spécimen de mygale. Cette araignée, elle est dangereuse? Oui, bon, elle peut piquer, mais son plus gros danger, en fait, ce sont ses poils. Il provoque des irritations très graves sur la peau. Il y a beaucoup de ces araignées dans la région. Normalement, elles font le double de cette taille. Et elles rentrent dans les maisons parfois? Oui, très souvent. Et parfois, pour les tuer, les gens ont la drôle de manie de leur jeter de l'alcool ou de l'essence et d'y mettre le feu. Ah bon? Oui, c'est quelque chose de stupide. Mais ils font ça dans la région. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait en faire? Juste la remettre dehors, dans la nature, parce qu'elle ne cause pas de problème. Comme les araignées se nourrissent d'insectes, elles sont les régulateurs naturels du nombre d'insectes dans l'écosystème. S'il n'y avait pas de prédateurs, comme les araignées, il y aurait 1000 fois plus d'insectes. La mygale trouvée par Antonio viendra enrichir la collection du centre du Butantan. Mais les scientifiques doivent quand même prendre quelques précautions. Attention, elle est rapide. Tiens-la bien, tiens-la bien. Elle pourrait s'échapper. En passant toute une nuit dans ce sac, elle peut faire un trou avec ses dents. Tu veux en mettre un autre? Oui, sinon elle va percer celui-là. L'opération araignée se termine sur cette belle prise. Quelques heures plus tard, il est temps pour nos chercheurs d'aller relever leur piège lumineux. Alors a-t-il fonctionné? Bon, il n'y a presque rien. Non, il n'y a pas grand-chose. On va le descendre. Ont-ils réussi à capturer ce papillon de nuit dont les chenilles peuvent être mortelles?
Celui-ci est un papillon de la même famille, dont la chenille est venimeuse aussi. Ce n'est pas l'espèce que je recherchais à la base, mais elle est aussi dangereuse, alors je vais quand même la prendre. C'est donc un demi-succès pour Roberto, qui devra revenir une autre nuit. Même s'il est moins dangereux que son cousin, ce papillon sera congelé et étudié en laboratoire pour tenter de trouver un antidote. À chaque expédition, les scientifiques découvrent de nouveaux insectes venimeux. La forêt est loin d'avoir livré tous ses secrets. Retour en ville à Belterra. Une fois par an se tient une foire artisanale qui attire de nombreux habitants de toute la région. Ici, les animaux dangereux font partie du quotidien. Alors chaque année, les scientifiques du Bhoutantan profitent de cette grande manifestation pour tenir un stand où ils font de la prévention. Tu sais ce que c'est? Un serpent? C'est la tête d'un serpent qui a une centaine de dents dans la bouche. Et dis-moi quelle est la différence entre ces deux serpents? Celui-ci a du venin. Il y en a un qui n'a pas de venin, non? Celui-ci est venimeux. Regarde, tu vois ces petits trous ici? Ça montre qu'il a du venin. Celui-ci n'en a pas. Ici, il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de croyances populaires. Et ces croyances populaires, nous devons lutter contre. Nous avons le devoir de dire ce qu'il faut vraiment faire. Souvent, quand un serpent venimeux mord, les gens pensent qu'il faut faire un garrot. Par exemple, si le serpent mord au poignet, ils font le garrot au bras pour que le venin ne monte pas. Et en fait, c'est très dangereux. Il vaut mieux laisser circuler le poison pour qu'il ne reste pas concentré. Il y a une autre idée fausse répandue ici. En cas de morsure de serpent, ils disent qu'il faut tuer le serpent et mettre ses organes sur la plaie. Bien sûr, ça ne marche pas. Alors que ce soit en Amazonie ou en France, quel réflexe adopter en cas de morsure de serpent? La première chose à faire est de laver la plaie, la nettoyer pour éviter une surinfection. Parce que la bouche du serpent est très sale. Alors quand il mord, il injecte son venin et en plus il fait entrer plein de bactéries. Alors en désinfectant rapidement, on se débarrasse déjà d'un problème. La seconde chose à faire est rester calme. Très calme. Et la troisième chose, aller à l'hôpital. Giuseppe, Antonio et Roberto vont encore passer 2 semaines sur le terrain. Leur travail permettra peut-être de trouver des antidotes toujours plus efficaces contre les animaux venimeux. Le jour suivant, toute l'équipe de Visa pour l'aventure quitte la petite ville de Belterra. C'est à bord de ce petit avion que nous nous rendons à Altamira. C'est dans cette région qu'un projet déchaîne les mouvements écologistes de la planète. Sur les rives du fleuve Xingu où vivent des tribus indiennes, en plein sanctuaire naturel, le gouvernement brésilien a décidé la construction de Belo Monte. Belo Monte, c'est ça, le 3e plus gros barrage hydroélectrique du monde. Un chantier pharaonique qui s'étend sur 56 000 km². Voilà ce qu'il devrait y avoir à la place de la forêt dans 6 ans. Alors, que vont devenir les centaines d'Indiens qui vivent sur les rives de ce fleuve? La nature survivra-t-elle à ce barrage? Nous allons tenter de répondre à ces questions. Située au bord du fleuve Xingu, Altamira est à 45 km de Belo Monte. C'est donc la ville la plus proche du chantier. On peut y aller, João? Sheila est une figure de l'opposition des peuples indiens contre ce barrage. Elle se bat depuis des années contre ce projet et veut nous emmener sur le site où la construction du barrage a commencé. Il faut 3 heures pour arriver là-bas. Oui, s'il ne pleut pas. Mais avant de partir, Sheila la guerrière doit accomplir un petit rituel. Ça, c'est ma force.
C'est une tiare que les femmes utilisent dans ma tribu. Elle représente notre force, une force qui nous vient de la nature. Car même si les travaux ont déjà commencé depuis plusieurs mois, elle veut encore croire en son combat. Dans quelques années, quand le barrage sera terminé, le fleuve Xingu aura complètement changé de visage. Tu vois, Fred, toutes ces îles vont être inondées par le fleuve Xingu. Elles vont être sous l'eau. Ce barrage va détruire complètement notre environnement. Les Indiens sont très attachés au fleuve Xingu, dont le nom signifie la demeure des dieux. Alors ici, le barrage de Belo Monte est considéré comme un sacrilège. Après 2h30 de navigation, nous arrivons dans la zone de construction du futur barrage. Une zone placée sous haute protection, puisque quelques secondes seulement après notre arrivée, des gardes privés nous abordent. Eh vous, faut pas rester là, il va y avoir des explosions. Ils nous demandent de partir. Ce serait pour notre sécurité, puisqu'ils vont procéder à des dynamitages. Des travaux, nous n'apercevrons que cette saignée dans la forêt. Mais à quelques centaines de mètres de là, nous trouvons un endroit moins bien surveillé où la destruction de la nature a déjà commencé. La dernière fois que je suis passée ici, il y a quelques mois, la forêt était encore debout. Et ce que je suis en train de voir est vraiment un désastre. Un crime que le gouvernement commet dans cette région. Quelqu'un doit faire quelque chose, on ne peut pas s'arrêter de lutter. Le fleuve Xingu est notre maison. Et le monde doit savoir qu'on lutte pour une cause juste, pour la vie de notre peuple. Ce qu'ils veulent détruire, c'est notre futur, celui de nos enfants, celui de notre génération. Et un jour, ils vont se rendre compte que l'argent ne se mange pas. Non, l'argent ne se mange pas. Et ça, j'en ai conscience. Je sais que ça vaut le coup de se battre pour notre terre et notre peuple jusqu'au dernier jour de ma vie. L'argent ne se mange pas. Sheila fait référence aux indemnités payées par la compagnie du barrage à certaines tribus pour les préjudices que vont leur causer la construction. C'est le cas de cette communauté où Sheila nous conduit. Ici, le chef, c'est Joséné. Bonjour. Salut. C'est Fred, c'est le chef de l'équipe. C'est leur cacique à eux. Le village de José est situé à un endroit où le niveau du fleuve va baisser à cause du barrage. Les autorités lui ont garanti qu'il aura toujours assez d'eau pour pêcher, mais lui n'y croit pas. Ça, c'est un pirara. Et encore, un petit. Et le fleuve est plein de poissons? Oui, beaucoup. Tu vois, Fred, ces eaux sont pleines de poissons. Mais avec leur histoire de barrage, le fleuve va s'assécher et il n'y aura plus de poissons. Et s'il n'y a plus de poissons, comment nous on va vivre? Notre survie dépend du fleuve et des poissons. S'il n'y a plus assez d'eau dans le fleuve, qu'est-ce que ta tribu va faire? Vous allez partir? Écoute, on n'a aucune intention de partir d'ici. Déjà parce qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Et même si on en avait, on n'irait pas. Parce qu'on est né ici depuis des générations. Et en aucun cas on ne veut partir. Belo Monte suscite bien des craintes et des questions. Nous quittons Joséné avec la ferme intention de rencontrer les responsables de la Norte Energia, la compagnie qui construit le barrage, pour tenter d'obtenir des réponses. Justement, cette entreprise veut jouer la transparence et nous invite à visiter les travaux du barrage dès le lendemain. Ce chantier de 14 milliards de dollars a commencé il y a moins d'un an et à terme ce sont 10 000 ouvriers qui y travailleront. Alors pourquoi les autorités se sont lancées dans un tel projet? En fait, le pays est en plein développement
Aujourd'hui, le Brésil est la 6e puissance économique mondiale, juste derrière la France. Le barrage de Belo Monte est censé apporter l'énergie dont aura besoin le pays dans les années à venir pour continuer sa croissance. Il semblerait que le sort de quelques centaines d'Indiens ne pèse pas lourd face aux besoins de consommation de 200 millions de Brésiliens. Nous quittons le chantier du barrage pour retourner en ville. Pour répondre aux accusations des associations écologistes et des Indiens, je me rends au siège de la Norte Energia. Ça va bien? Bien, et vous? Merci de nous recevoir. Certaines tribus indiennes disent qu'après la construction du barrage, leur fleuve va être asséché, ils n'auront plus de poissons et plus de moyens pour survivre. Non, ce n'est pas vrai. Toutes les études scientifiques que nous avons faites prouvent que non. Et même quand ce sera la saison sèche, il y aura de l'eau dans le fleuve. Parce que le fleuve Xingu est sûrement différent des fleuves que vous avez en Europe. Il a une crue énorme à l'époque des pluies. Alors quand ce sera la saison sèche, le barrage de Belo Monte va s'arrêter de fonctionner. Parce que notre priorité est qu'il y ait toujours assez d'eau dans le fleuve. Il y a aussi une campagne internationale menée par de nombreuses ONG contre le barrage de Belo Monte. Belo Monte, c'est un projet qui ne plaît pas beaucoup aux pays industrialisés. Parce que notre projet est 100% brésilien. Pour la Norte Energia, toutes les informations négatives sur ce barrage viendraient donc d'un complot international. Mais ce barrage de Belo Monte ne fait pas que des malheureux. Une partie d'Altamira va être inondée. Comme ici, nous sommes dans le quartier d'Olarias, l'un des plus pauvres de la ville. Ces enfants qui se baignent dans les égouts font partie des 6000 familles qui vont devoir être déplacées. Nous sommes allés à la rencontre de ces habitants. Alors, que pensent-ils de ce barrage? Il marche bien ton vélo? Salut, ça va? On est une équipe de télé française, on fait un reportage sur ce barrage. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Massio. Moi c'est Fred, enchanté. Et tu habites ici depuis combien de temps? Ça fait 18 ans. Ici, tout va être inondé. De là jusqu'à là-bas. Tout le quartier va être sous l'eau. Et les gens vont être déplacés, puis indemnisés. Et toi, tu vas aller vivre où? Ben, moi, dans un endroit meilleur. Oui, mais où? Maintenant, ben, je ne sais pas encore. Ils ne nous ont pas encore dit. On sait juste qu'on sera indemnisé. En fait, Massio ne sait pas grand-chose de son futur, mais il est optimiste. Ce barrage va lui permettre de quitter son bidonville. Pour moi, c'est sûr, ça va être bien mieux. Parce qu'il va y avoir plus de travail et les choses vont s'arranger. La ville d'Altamira va s'agrandir. Pour moi, c'est top. Ce barrage de la Norte Energia va être un grand succès. Merci. Si Massio est si content du barrage, c'est parce que comme des milliers d'habitants, il a été engagé par la Norte Energia comme ouvrier sur le chantier. Nous verrons dans quelques années si Belo Monte a tenu ses promesses ou si encore une fois, au nom du progrès et du développement économique, les considérations environnementales passent en arrière-plan. Nous quittons Altamira pour notre dernière étape, Manaus, la capitale de l'Amazonie. Le maire vient d'y décréter l'état d'urgence. À cause de pluies extrêmement fortes, la ville connaît les plus graves inondations de son histoire. Alors, comment les 2 millions d'habitants survivent-ils? À notre arrivée, c'est bien le déluge auquel nous nous attendions. Nous avons trouvé refuge dans un restaurant car impossible de filmer avec cette pluie torrentielle. Alors,
allons-nous devoir arrêter le tournage? S'il pleut pendant 3, 4, 5 jours, on fait quoi? C'est jouable, on peut quand même tourner sous la pluie? Jean-Michel, qui lui n'est pas né de la dernière pluie, réfléchit déjà à une sorte de parapluie géant. On va se débrouiller pour trouver des bouts de bois d'1 mètre de long, on va en trouver 4. On va prendre les capes de pluie, on a 4 capes de pluie. On fixe les bouts de bois. Avec le nombre qu'on met, il y en a qui tiennent les bouts de bois devant. Un système D qui ne va pas faciliter les prises de vue, mais heureusement... Vous avez vu, ça s'est calmé, hein? Là, ça s'est calmé, hein? Ouais. Cette année, il semble que la saison des pluies ait décidé de jouer les prolongations. Alors chaque accalmie est vécu comme un sursis dont il faut profiter au maximum. À cause de ces pluies diluviennes, de nombreux quartiers ont été inondés. Dans la ville, les habitants arrivent encore à s'organiser. Mais en banlieue de Manaus, il existe des familles totalement livrées à elles-mêmes. Célia est assistante sociale. Elle est chargée par la mairie du recensement des victimes de ces inondations. Chaque famille a le droit à une aide d'urgence de 280 €. Cela ne semble pas énorme, mais au Brésil, c'est 1 mois de salaire minimum. Parfois, la situation est tellement grave que le seul moyen d'aller à leur rencontre est le bateau. Cela fait 2 semaines que nous faisons ce travail. 16 quartiers ont déjà été visités. Il en manque encore 5 pour que l'on ait recensé toute la ville de Manaus. Ici, normalement, il y a des champs. Ils sont maintenant recouverts par 3 mètres d'eau. Ces inondations sont fréquentes dans la région, alors la plupart des maisons sont déjà construites sur pilotis à plusieurs mètres de hauteur. Mais cette année, la montée des eaux atteint un record historique. Beaucoup n'ont pas encore évacué leur habitation car ils n'ont pas d'autre endroit où aller. C'est le cas de cette mère de famille qui vit dans la crainte que sa maison s'écroule d'un moment à l'autre. Bonjour. On peut vous parler un peu? Nous sommes des services sociaux de la mairie. On va mettre à votre disposition une somme de 280 €. Avec cet argent, vous pourrez acheter du bois pour faire des travaux et consolider votre maison. Ou sinon, vous pouvez aussi louer un autre logement en ville jusqu'à ce que les eaux baissent et que vous puissiez rentrer chez vous. Comment vous faites avec toute cette eau? On essaye de rester au-dessus. On fait ce qu'on peut. Et vous avez combien d'enfants qui vivent ici? Vous avez combien d'enfants? J'en ai 5. C'est difficile de vivre comme ça? Oui, parce que tout ce qui tombe est englouti par l'eau et est perdu à jamais. Hier, mon frère a perdu son téléphone portable. Il l'a fait tomber dans l'eau. Un portable tout neuf, offert pour son anniversaire. Il est au fond de l'eau maintenant. Arrête, coucher. C'est quoi le plus dur? C'est de ne pas savoir ce qui va arriver? Oui, l'autre jour, il y a un arbre qui est tombé là et qui a failli nous tuer. Des branches sont tombées sur la maison. Allez, arrête! Certaines habitations ont déjà été évacuées, d'autres sont au ras de l'eau. Et si le niveau monte seulement de quelques centimètres, elles seront balayées par le courant. Dans cette maison vit un couple de personnes âgées qui ne semblent pas très conscients de la gravité de la situation. J'ai 83 ans et mon mari va sur ses 82. Vous avez un téléphone pour communiquer avec la ville? Non, on ne sort pratiquement jamais. Mais comment vous faites alors? On envoie chercher quelqu'un qui a un bateau s'il y a vraiment un problème. Vous attendez que quelqu'un passe et vous lui faites signe? Non, il y a quelqu'un qui passe de temps en temps en bateau pour nous faire quelques courses, là-bas au village. Grâce à la visite de Célia, ce cas va être signalé aux services sociaux de la mairie qui décidera peut-être de les faire évacuer. En Amazonie, les problèmes d'inondation sont fréquents. Alors certains ont trouvé une solution, l'Asaku, un bois aux propriétés flottantes extraordinaires. Ça va?
Ça va, je fais griller du poulet. C'est dans un tronc d'arbre d'Asaku que ce vieil homme a improvisé son barbecue flottant, insubmersible. Dans la région, d'autres ont carrément décidé de construire leur maison sur ces troncs d'arbres. Alors à quoi peuvent bien ressembler ces villages flottants? Ici, tout flotte, de la basse-cour au jardin et potager. Les troncs d'arbres d'Asaku peuvent même supporter le poids d'un restaurant. Nous nous invitons dans l'une de ces maisons. Boa tarde. Nous sommes chez Rodrigo. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? 20 ans. 20 ans? Oui, et j'ai eu 9 enfants ici. De l'intérieur, rien ne distingue une maison flottante d'une maison normale. Elle dispose même d'électricité quelques heures par jour grâce à un groupe électrogène. Côté jardin, chaque animal possède son petit espace flottant. Abraham a 25 ans, c'est lui qui est en charge des animaux. Et en Amazonie, les cochons mangent du poisson. Tous les 10 ans environ, il faut changer ces énormes troncs d'arbres d'Asako qui soutiennent la maison. En fait, on fait une structure sous la maison avec les troncs, comme un radeau. Et puis on n'a plus qu'à dresser les murs et c'est terminé. Quand l'eau redescend, la maison se pose sur la terre et en cas d'inondation, la maison flotte et reste à la surface. Comme ça, elle n'est jamais inondée. Le danger, c'est pour les enfants. Parce que si on ne met pas des grillages aux portes, ils peuvent tomber et se noyer. C'est déjà arrivé ici? Oui, c'est déjà arrivé. Après 5 semaines de tournage, notre aventure en Amazonie se termine. La forêt d'émeraude ne nous aura révélé que quelques-uns de ses secrets. La misère des petites filles ribeirinhos, livrées à leur triste sort, ou le courage des Indiens Munduruku et de Sheila, qui se battent pour sauver leur forêt et leur peuple. Alors si un jour vous aussi vous allez en Amazonie, n'oubliez pas votre visa pour l'aventure.